Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors aujourd'hui je vais vous parler des règles du jeu d'aventure Labyrinthe. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, donc j'ai déjà beaucoup apprécié le jeu en tant que tel, mais j'ai aussi été très séduit par le jeu, les règles qui sont embarquées dans le jeu, des règles que j'ai trouvées à la fois simples et élégantes. Des règles également que j'imagine pouvoir utiliser dans un autre contexte que le jeu d'aventure Labyrinthe lui-même. Alors, très brièvement, donc les règles au niveau du bouquin représentent à peine une quinzaine de pages sur un bouquin assez épais. Euh, le reste étant du background de l'aventure, donc du contenu lié au cadre de jeu lui-même. Donc déjà, on est sur un set de règles qui tient en très peu de pages. Alors, pour bien comprendre ici pourquoi je m'intéresse au jeu, je vais essayer de vous expliquer très brièvement la création de perso et comment les règles fonctionnent. Alors, la création de personnage, elle est très simple, elle est très rapide. On doit donc le joueur est invité d'abord à choisir la race de son personnage. Donc, on on a une liste de races qui sont directement inspirées de l'univers de Labyrinthe. Alors de mémoire, on a le nain, qui est une race qui est plutôt affectée à l'entretien du labyrinthe. On a le feuttard, donc cette espèce de créature colorée qui peut détacher les parties de son corps et les contrôler de manière indépendante. On a le gobelin qui forme le gros des troupes du roi des gobelins. On a l'humain, donc c'est typiquement le personnage de Sarah dans le film. Euh, on a le chevalier d'antan, donc c'est Sir Didymus, donc cette espèce de petite créature canine et chevaleresque qui veut défendre la veuve et l'orphelin et qui se met au service de Sarah à un moment de l'histoire. On a la bête cornue, donc c'est Ludo, donc cette espèce de grande créature velue et munie de grandes cornes et qui peut contrôler les pierres. On a ouais, et alors on a aussi le vermisseau. Donc c'est les toutes petites créatures, les petits vermisseaux dont Sarah rencontre un exemplaire, enfin que Sarah rencontre au tout début de l'aventure dans le labyrinthe. Alors donc là ici on est sur des races très typées labyrinthe. Le fait à retenir ici, c'est que chacune des races vient avec une capacité particulière ou des équipements particuliers. Donc ça donne déjà un intérêt pour chacune des races et ça peut orienter un peu la manière dont le personnage pourrait être joué. Les nains arrivent avec de l'équipement et un métier particulier puisqu'ils sont affectés à l'entretien du labyrinthe. Les vermisseaux peuvent paraître être des personnages difficiles à jouer, mais ils sont petits et ils peuvent se glisser dans des interstices là où des grosses créatures ne peuvent pas passer. La bête cornue, elle contrôle les éléments, donc Ludo, il contrôlait les pierres, mais on est invité à contrôler d'autres éléments, à tirer sur une table enfin une table aléatoire. Les humains sont très débrouillards et donc, je pense, ont une capacité supplémentaire par rapport aux autres à déterminer. Euh, les chevaliers d'antan sont très courageux. Voilà, donc les personnages, les races sont assez bien typées. Et quand on est joueur et qu'on doit choisir, on peut facilement voir, ok, ça va donner telle ou telle possibilité de jeu. Donc ça, c'est un élément à retenir pour dire qu'on peut réutiliser ce genre de création de personnages. Donc on choisit la race. On est ensuite invité à choisir un domaine particulier dans lequel on est doué. Euh, donc là, ici, on est plutôt sur des domaines de compétences plutôt des domaines généraux. Donc on n'est pas sur une liste de compétences très, très spécifique et très précise. Euh, c'est vraiment plutôt, ok, je suis doué pour courir et sauter. Donc on imagine un personnage très agile, très rapide. Euh, je suis discret et j'arrive à me dissimuler. Donc on peut avoir un personnage très qui peut se cacher, qui peut se glisser dans l'ombre, qui peut passer inaperçu. Euh, Enfin, on a je crois que c'est 5 ou 7 capacités différentes qui sont proposées et qui sont voilà des domaines très larges.
et qui offre aussi voilà, beaucoup de possibilités aux joueurs d'imaginer comment ils pourraient utiliser ce domaine de compétences. Voilà. Et donc, oui, on n'est pas limité non plus à la liste du bouquin. Le joueur, la joueuse peut proposer au meneur de jeu un domaine de compétence ou une aptitude particulière ou un talent qu'il pense être adéquat et bon, à en discuter avec le meneur de jeu pour voir si ça colle avec le jeu. Alors, dans le même ordre d'idée, on est aussi invité à choisir un défaut ou un domaine dans lequel le personnage est moins doué. Là encore, le défaut ne doit pas être vu comme quelque chose qui va bloquer le personnage, mais plutôt quelque chose qui va amener des situations de jeu intéressantes, permettre au meneur de jeu d'exploiter quelque part ce défaut pour créer une histoire ou une aventure intéressante à jouer. Et donc là, on est invité à en choisir un dans la liste. Donc on a une race, on a un domaine dans lequel on est fort, un domaine dans lequel on est moins bon ou alors un défaut. On peut ajouter de l'équipement à son personnage. Alors certaines races viennent avec de l'équipement, comme j'ai parlé du nain qui a un métier et attaché à ce métier un équipement particulier qui peut aider dans l'aventure. Mais voilà, en tant que joueur, on peut proposer de l'équipement ou le meneur de jeu peut donner une liste d'équipements et les joueurs peuvent choisir ou tirer au hasard de l'équipement dans une table aléatoire. Voilà, ça peut être aussi assez sympa et créer un peu de surprise à ce niveau-là. Alors on est aussi invité à donner un nom à son personnage et imaginer un peu son background. Voilà, donc c'est presque, je pense que c'est tout de mémoire au niveau du personnage. Donc on est vraiment sur quelque chose de très simple. Donc une race, un domaine dans lequel on est doué, un défaut ou quelque chose dans lequel on est moins doué, quelques pièces d'équipement, un background, un nom. Voilà. Vous remarquerez d'emblée qu'on n'a aucun score chiffré dans cette création de personnage. Tout est en narration. On met des adjectifs ou des courtes phrases, des petites descriptions. Voilà, tout est voilà, on n'est pas là pour dire ok, tu as un pool de points et tu vas devoir le répartir dans telle ou telle caractéristique ou compétence, ce qui peut, à mon sens, paraître un peu abstrait pour certaines personnes, pour des joueurs novices ou même pour des gens qui ont déjà fait du jeu de rôle mais qui découvrent un nouveau jeu et qui ne voient pas nécessairement très bien dans quelle situation telle ou telle compétence va être utilisée. Ça peut créer parfois de la frustration en disant voilà, j'ai voulu mettre beaucoup de points dans ces compétences et en jeu en fait elles ne me servent pas du tout ou le jeu ne me permet pas de les exploiter et donc là il peut y avoir frustration de la part du joueur. Et ça c'est dommage. Donc, ici on est sur du narratif et donc on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui va devoir être forcément un peu négocié, cadré avec le meneur de jeu, mais qui offre à mon idée, en tout cas comme moi je le perçois, beaucoup plus de possibilités, mais qui va demander aussi peut-être un effort supplémentaire de la part du joueur ou de la joueuse pour voir comment il va pouvoir utiliser tous les traits descriptifs de son personnage. Voilà, donc là, voilà, ça c'est la création de personnage. Très simple à mon sens, expliqué en ici moins de 10 minutes. Je pense qu'avec avec un peu d'aide de la part du meneur de jeu et si on connaît un peu l'univers de Labyrinthe, le personnage peut être créé assez rapidement. Alors au niveau des règles de jeu, on reste aussi sur du très simple. Donc quand une action est impossible à réussir, elle est impossible, le personnage ne peut pas la tenter. Quand une action est évidente et facile à réussir, il n'y a pas besoin de jet de dés, le personnage réussit. Donc ça, on reste sur quelque chose d'assez classique et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres jeux de rôle. Les actions impossibles, on ne les tente pas, les actions simples, on les réussit d'office. Quand une action peut être ratée ou qu'un échec peut survenir et offrir alors un intérêt au niveau de l'aventure, on va devoir faire un test. Alors le test il est très simple, le jeu utilise des dés à 6 faces. Ça je trouve ça pas mal non plus. Pas que je n'aime pas les autres dés polyédriques, mais le dé à 6 faces on le trouve dans n'importe quel jeu de société, donc si vous n'avez pas les dés adéquats, vous pouvez prendre les dés du Monopoly, ça fera très bien l'affaire. Alors une action qui peut être ratée ou réussie, le meneur de jeu va devoir lui coller un niveau de difficulté.
qui va de 2 à 6. Alors, une action à 1, il n'y a pas de niveau de difficulté 1, c'est parce que c'est une action toujours réussie. De 2 à 6, donc avec un niveau de difficulté croissant, sachant que à 4, on est dans la moyenne. Alors le jeu propose des descriptifs pour chacun des niveaux de difficulté pour aider le meneur de jeu à choisir le bon niveau de difficulté. Mais on peut se dire qu'une action plutôt facile aura un niveau de difficulté de 2 ou 3. Une action, donc ça on est sur des actions qui peuvent rater mais qui sont plutôt routinières. Une action qui propose un petit défi, on aura un niveau de difficulté 4. Et pour les actions difficiles ou vraiment très difficiles, où là le personnage peut réussir, mais il va falloir qu'il produise un effort supplémentaire, ou alors l'action est vraiment compliquée et donc il y a une chance sur 6 de réussir, on aura des niveaux de difficulté qui vont de 5 à 6. Voilà. Donc, alors, le jeu, je vais y revenir, propose des possibilités d'augmenter les chances de réussite. Ça, je vais y venir tout de suite. Donc là, pour réussir une action, c'est très simple. Le meneur de jeu détermine ce niveau de difficulté. Le joueur lance un dé à 6 faces. Si le résultat du dé est égal ou supérieur au niveau de difficulté, l'action est réussie. Donc là, on reste sur du jet de dé où on doit obtenir le score le plus haut. Quelque chose pour moi qui est assez intuitif. Et voilà, on lance un dé, le résultat est là, très clair. Alors, si le personnage si l'action se situe peut être liée au domaine dans lequel le personnage est doué, le joueur va pouvoir lancer 2 dés. Il lance les 2 dés, on garde le résultat plus élevé. Donc, on dit que le personnage, oui, dans le vocabulaire du jeu, on dit que le personnage est favorisé, je pense. Donc le joueur va lancer 2 dés, va garder le dé le plus haut, et si ce dé indique un score égal ou supérieur au niveau de difficulté, l'action est réussie. Si par contre le personnage tente une action qui est liée à son défaut, ou qui est dans une situation où il n'est pas avantagé, on va dire qu'il est désavantagé, dans le jeu on parle de pénaliser, on va lancer 2 dés, mais on va garder le dé le moins élevé, et on va le comparer au niveau de difficulté. Voilà, donc là on a une mécanique très simple, on lance 1 dé ou 2 dés, suivant qu'on est avantagé ou désavantagé, on va garder le dé le plus élevé ou le dé le moins élevé. Là ici on retrouve la notion d'avantage-désavantage qui existe déjà dans d'autres jeux et que j'avais vu pour la première fois dans Donjon Dragon. Ici elle est adaptée pour le jeu de rôle labyrinthe. Je trouve ça très élégant, le fait de dire ok, je suis avantagé ou pas dans cette situation, ça permet vraiment une certaine forme d'abstraction par rapport à l'action, et je trouve ça très flexible, puisque l'avantage, le fait d'être favorisé, peut être lié à une compétence ou un talent que le personnage possède, ou éventuellement on peut imaginer d'autres circonstances qui peuvent favoriser le personnage. Je pense que le jeu, si je ne me trompe pas, si on possède par exemple une pièce d'équipement qui va aider dans la situation, ben alors on se retrouve favorisé. Par contre, si on utilise une pièce d'équipement qui n'est pas du tout adaptée à l'action, ben on pourrait éventuellement être pénalisé. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire des dés. Voilà, une mécanique ultra simple, et je ne suis pas certain qu'on puisse lancer plus que 2 dés dans le labyrinthe. Moi, à la rigueur, on pourrait imaginer une adaptation du système où on pourrait lancer 2, 3, 4 dés, suivant les avantages qu'on peut mettre en avant. Mais voilà, 2 dés, c'est déjà pas mal. Ça permet une lecture rapide de la réussite ou de l'échec de l'action, et aussi ça limite le nombre de dés à la table de jeu. Alors, on joue en groupe, et ça j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. La notion de groupe est assez importante aussi, puisqu'à la création, suite à la création du perso, tous les joueurs, joueuses vont pouvoir imaginer pourquoi les personnages sont ensemble, donc pourquoi le groupe s'est formé, et quel est le but qu'ils souhaitent atteindre. Ça c'est pas mal important, dans le sens où aussi, pour réussir une action, on peut s'entraider. Et donc, si notre personnage aide si des personnages s'entraident, le niveau de difficulté de l'action diminue. Voilà, ça c'est pas mal intéressant non plus. Ça peut
comment vais-je dire, favoriser l'entraide et la cohésion de groupe, et le fait qu'on est là pour jouer ensemble et pas les uns contre les autres, et le fait qu'on vit une aventure ensemble et qu'il est important que les personnages puissent collaborer, puisque le jeu de rôle pour moi est essentiellement un jeu collaboratif. Voilà, donc, et là en fait on a tout l'ensemble. Voilà, j'ai couvert l'ensemble des règles en moins de, voilà, en 15 minutes. La création de perso, les règles, c'est très simple. Cette petite règle simple, donc de jeter un ou deux dés, de garder le score le plus haut, le comparer à un niveau de difficulté, et de éventuellement jeter des dés supplémentaires si on est favorisé ou pénalisé par, pardon, par la situation, ou par des compétences qu'on possède ou un défaut qu'on possède. Voilà, c'est là le cœur du jeu. Il n'y a pas de score chiffré, il n'y a pas de bonus-malus. Tout se joue quasiment en narratif. Les jets de dés, comme moi je les vois, il n'y en aura pas nécessairement énormément dans la partie, mais ils sont décisifs. Alors, le jeu, ici aussi, un élément que je trouve pas mal mis en avant dans Labyrinthe, mais qui est à reprendre dans d'autres jeux, c'est le fait que on demande aux personnages, enfin aux joueurs, d'être créatifs. Donc soyez créatifs, je pense que c'est ça le conseil. Là, je vois le player skill en fait derrière ça, puisqu'on n'a pas de score de caractéristiques ou de compétences chiffrées précisément, on va pas nécessairement trouver la solution sur sa fiche de perso comme dans d'autres jeux. On va devoir regarder effectivement dans quel domaine le personnage est doué ou pas, mais on va aussi, suivant la description que le meneur de jeu va amener, imaginer des possibilités de solutions à tenter, au-delà des simples caractéristiques, on va dire, du personnage, ou de bonus, malus qui pourraient être avancés, ou d'éléments qui pourraient être avancés par le meneur de jeu de cette manière-là. Donc voilà, il y a vraiment du player skill, soyez créatifs. Les situations ne seront pas nécessairement réglées par la violence. Ça, c'est aussi un truc que je trouve pas mal, c'est que le jeu ici ne propose pas nécessairement de mécanique de combat. On n'a pas de jauge de points de vie, ni d'état de santé. On peut évidemment mettre un coup de poing à un gobelin, mais là encore, tout ça va se jouer avec la mécanique de base et avec les propositions des personnages, les propositions des joueurs pour régler une situation. On pourra imaginer un personnage blessé, et le meneur de jeu pourrait décrire d'une manière ou d'une autre dans quelle mesure le personnage est blessé, quelles sont les séquelles, et ce que ça va avoir comme conséquence à court, moyen, long terme pour le personnage. Mais là encore, voilà, contrairement à d'autres jeux où les règles de combat occupent une part importante du bouquin de règles, ici on a une règle de base, et en fait c'est au meneur de jeu de voir dans quelle mesure il souhaite simuler les combats, par exemple, de manière plus ou moins fine, ou plutôt régler ça de manière un peu plus narrative. Voilà, donc là c'est pour, voilà, ça je pense que j'ai fait le tour de la création de perso et du système de jeu. Alors pourquoi je voulais vous en parler, et là j'arrive au cœur du sujet que je voulais aborder, c'est que je trouve ce système de jeu simple et élégant, comme je l'ai dit en début de vidéo, et j'ai la sensation qu'on pourrait facilement l'utiliser pour motoriser beaucoup d'autres aventures en dehors du setting propre à Labyrinthe. Alors les règles sont dans l'esprit et dans ce que moi je sens de ce système, je le vois plutôt pour motoriser de la fantasy, mais le cœur même du système de résolution, je pense, pourrait être adapté à d'autres settings, pour peu qu'on ne veuille pas faire de la art science, pour de la science-fiction, mais qu'on reste plutôt à un niveau plus global et on va dire plus high level. Je pense que le cœur du système pourrait être facilement adapté pour d'autres types de jeux. Alors pour de la fantasy, c'est clair que moi je me dirige plus vers ce genre de système simple, facile à mettre en œuvre, facile à expliquer, maîtrisable, surtout maîtrisable par les joueurs et les joueuses rapidement.
On n'est pas sur quelque chose de très complexe. On n'a pas de système d'évolution de personnage non plus. Il n'y a pas de point d'expérience, il n'y a pas de niveau à atteindre. Là, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser les joueurs, alors si on utilise ce système, à une évolution liée à l'histoire et au vécu du personnage. Voilà, donc ouais, je pense que c'est surtout ça qui m'a attiré dans ce système. Je me suis dit, waouh, c'est tellement simple, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je pourrais pas faire jouer un scénario de Donjon Dragon avec ce système-là? Pourquoi pas? Après tout, à l'époque où je jouais à DD2, donc Advanced Donjon Dragon seconde édition, le bouquin de règles était épais comme ça et je pense que je n'en utilisais que, en grosso modo, un quart. Et le reste, c'était des règles maison où j'improvisais des règles sur le tas. Et donc ici, avec un système de règles aussi simple, il est facile d'improviser des règles, tous décidant sur un jet de 1 ou 2 D6, avec un niveau de difficulté qui va de 2 à 6, donc on est sur quelque chose de relativement facile à maîtriser, il n'y a pas énormément de calcul. Un confort que j'ai aussi par rapport à ces règles, c'est que rien n'est... Il n'y a pas de score chiffré, comme je l'ai déjà dit, et donc dans la conception d'un scénario, par exemple, je peux dire, ok, bah, il y aura un PNJ, où il y aura un protagoniste ou un adversaire potentiel, il va s'appeler comme ça, c'est tel type de personnage. Il est plutôt fort et robuste, donc ça va être compliqué si on veut avoir une confrontation physique, ou plutôt non, il est malingre, mais il est très habile et il est très rapide, il peut se cacher et il peut échapper au personnage assez rapidement. Voilà, je peux imaginer un personnage et ne pas devoir me prendre la tête à dire ok, tel score avec telle caractéristique et ainsi de suite, et me dire est-ce que j'ai mis assez de points de vie, est-ce que j'ai noté un score de, on va dire, de combat suffisamment élevé pour donner du challenge au personnage. C'est une arithmétique dans laquelle j'ai pas trop envie de me retrouver. Je le faisais à une certaine époque, mais maintenant j'ai plus du tout l'envie pour ça. Donc la perception que j'en ai ici, c'est que le système de jeu va me permettre de justement de m'en abstraire et d'imaginer une histoire, d'imaginer un scénario ou des situations à proposer à mes joueurs sans devoir me prendre la tête avec cette arithmétique. Et ça, pour moi, c'est un confort qui est très appréciable. Ah oui, un point que je n'ai pas abordé non plus, c'est que le jeu Labyrinthe propose énormément de tables aléatoires. Donc là, on retrouve une inspiration un peu OSR. Là aussi, les tables aléatoires, c'est génial parce que si, comme moi, vous ne voulez pas trop... Enfin, j'aime m'investir dans une préparation de partie, mais il y a quand même des moments où on veut être même surpris en tant que maître de jeu. On surprend forcément les joueurs parce qu'eux ne connaissent pas l'histoire qu'on va leur proposer. Mais les tables aléatoires permettent vraiment d'apporter cette improvisation supplémentaire dans certaines situations. Et là aussi, il y a de quoi s'inspirer dans le jeu Labyrinthe, mais aussi dans tous les autres jeux OSR. On peut reprendre plic-ploc des tables aléatoires. Donc là, les tables aléatoires, pour moi, peuvent avoir un avantage certain, ou alors peuvent aider le meneur de jeu à préparer son scénario à l'avance en prenant des idées par-ci par-là. Voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour. Donc le jeu d'aventure Labyrinthe, en tant que tel, il est très bien. Le système de jeu, les règles de Labyrinthe me paraissent très adaptées au setting en question. C'est un système simple et élégant, comme je l'ai dit, facile à prendre en main, facile à expliquer aux joueurs. Un système de jeu que les joueurs vont pouvoir maîtriser assez rapidement eux aussi, et adaptable, en tout cas dans mon premier feeling, adaptable à d'autres histoires de fantasy, avec plutôt une couleur un peu féerique. On n'est pas sur de la fantasy, je vais dire, médiévale très réaliste. On va plutôt être sur quelque chose où il y aura de la magie, du rêve, des enchantements, des forêts mystérieuses, des magiciens, des créatures. Alors peut-être ça permet aussi peut-être de sortir un peu des sentiers battus en proposant des créatures un peu originales, ou alors en mélangeant des créatures déjà connues dans d'autres univers de fantasy. Voilà, donc un système de jeu vraiment que moi je conseille.
et qui est, vu sa simplicité et son élégance, à mon avis, plutôt... alors, les vieux briscards comme moi vont s'y retrouver si on recherche à un certain moment dans son parcours rôliste plus de simplicité. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un jeu qui va pouvoir facilement être utilisé pour de l'initiation, donc pour amener des nouvelles personnes au jeu de rôle de manière assez douce. Alors, certainement très adapté aussi à des parties très courtes, comme par exemple ce que fait François Letarte dans son activité en bibliothèque ou plutôt dans l'activité parascolaire où il a un créneau horaire très limité pour pouvoir faire du jeu de rôle, donc je crois que c'est 45 minutes, 1 heure. C'est aussi un créneau que j'avais eu l'occasion, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, que j'avais eu l'occasion de tester avec des collègues de bureau, où on jouait sur le temps de midi. Donc on avait grosso modo 45 minutes, le temps d'aller chercher quelque chose à manger, puis de se retrouver dans une salle de réunion, et on avait entre 30 et 45 minutes pour jouer. Donc avec un système de jeu très simple comme ça, c'est parti, ça roule tout seul. Pas besoin de perdre de temps à expliquer beaucoup de choses. Et j'avais des personnes autour de la table qui étaient des novices. Et donc voilà, ils embarquaient très facilement dans l'histoire et moins dans un investissement moindre dans le système, mais qui était maîtrisé après quelques parties, enfin quelques séances, on va dire. Voilà, donc oui, alors oui, forcément, si vous jouez avec vos enfants, suivant l'âge, évidemment, le système de jeu, il est ultra simple aussi. Et il va leur permettre aussi de faire preuve de beaucoup d'imagination, et Dieu sait que les enfants ont de l'imagination. Pour avoir déjà fait beaucoup de parties de jeux de rôle avec mes enfants, la grosse difficulté est de canaliser cette imagination. Et ici, avec un jeu comme Labyrinthe ou un univers de fantasy motorisé par les règles de Labyrinthe, je pense que vous êtes paré pour partir à l'aventure. Voilà, donc une vidéo plutôt longue, hein. Je suis rendu à presque 28 minutes, mais un sujet qui me tenait à cœur, tant ce jeu Labyrinthe et ses règles ont occupé mon esprit depuis que j'ai découvert ce jeu. Donc la VO, je l'avais découverte en décembre en décembre 2020, je crois. Et j'ai acquis le bouquin en mars dernier en français. Donc vraiment, c'est une belle découverte. Et un jeu qui moi, m'a touché beaucoup, d'autant que voilà, Labyrinthe faisait partie aussi de mon background rôliste. Donc j'étais d'autant plus sensible à ça. Donc forcément, je suis pas nécessairement tout à fait objectif. Et le jeu et les règles, je suis conscient que le jeu et les règles ne rencontreront pas nécessairement les attentes de tous les rôlistes. Et là, c'est pas du tout le but ici de vouloir pousser à tout prix ce jeu. Mais ici, je voulais vous partager mon intérêt pour ces règles, le fait que je les ai trouvées vraiment très bien et que je vais certainement les réutiliser. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Je vous mettrai en description aussi quelques liens vers mon blog où je parle du jeu Labyrinthe. Et voilà, donc sentez-vous libre d'ajouter des suggestions en commentaire. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.